Dans ce tout premier épisode d'Infarctus, on revient aux fondamentaux. Infarctus, Minoka, Kesako. L'idée est simple, identifier le fléau pour éviter le chaos. Je ne suis pas seule aujourd'hui pour en parler et je suis accompagnée du docteur du cœur, la cardiologue Virginie Marchal. Et moi c'est Céline. Depuis mon infarctus, je me pose beaucoup de questions et ici, je les partage avec vous. Bonjour Virginie, comment vas-tu déjà ? Bonjour Céline, ça va bien, merci. Je te remercie de m'avoir parlé un petit peu de ton intimité. En ce qui t'est arrivé, l'infarctus, parce que nous, on vit du côté des soignants. Donc, c'est vrai qu'on a vraiment le côté médical. On n'a pas forcément le temps d'aller en profondeur avec le patient pour essayer d'échanger un petit peu avec lui sur le vécu de sa pathologie. On est assez pratico-pratique sur quelle maladie, quel traitement, et ensuite sorti de l'hôpital. Et ensuite, je pense que comme tu vas nous en parler, un petit peu livré à soi-même, sans trop savoir ce qui nous est arrivé, ce qui va nous arriver et tout ce que ça implique. Donc, c'est vrai qu'on a un point de vue totalement différent et qui pourtant devrait se rejoindre. Oui, tout à fait. C'est un duo, le soignant avec le patient. Je te laisse te présenter aussi un petit peu. Et puis, moi, ce qui m'intéresse aussi de savoir, c'est pourquoi tu passes un peu de temps, ou beaucoup de temps, je pense beaucoup de temps quand je vois la qualité de tes productions, à faire cette sensibilisation aussi via les réseaux sociaux. Je me suis rendu compte en consultation qu'il y avait quand même beaucoup de questions de patients auxquelles j'avais pas les réponses, en termes plutôt de pathologie fonctionnelle, beaucoup sur les extrasystoles, la tachycardie, les hormones, la ménopause. Et donc, je me suis dit, je pense qu'il y a des choses dans ma formation qui m'ont pas permis de répondre à ces questions, mais les réponses, elles peuvent exister, donc je vais aller les chercher. Peut-être ça peut être intéressant de les diffuser. Et puis aussi, en ce moment, il y a quand même une espèce de période un peu où ce qu'on appelle le dog bashing. On en veut un peu aux docteurs de pas être assez présents pour soigner les patients, de pas pouvoir les recevoir assez longtemps en consultation, de pas répondre à toutes leurs questions, etc. Alors que nous, soignants, c'est pas du tout un souhait de notre part, c'est vraiment un manque de temps, de moyens liés aux instances supérieures qui nous imposent des rythmes de travail, des contraintes qui nous permettent plus, je pense, de soigner les gens comme on aimerait le faire et comme les gens aimeraient être soignés. Et donc, je voulais juste expliquer aussi aux gens pourquoi aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un fossé entre patients et soignants, alors qu'en fait, on veut tous la même chose. D'accord. Bon, écoute, en tout cas, moi, j'ai plein de questions. Je suis de ces patientes qui aimeraient comprendre beaucoup de choses et je vais poser une question toute simple. Qu'est-ce qu'un infarctus exactement ? Parce que moi, avant de le subir, je ne savais pas ce que c'était. Donc, effectivement, c'est une très bonne question parce que infarctus, dans l'imaginaire, ça représente plein de choses et en réalité, il y a plein d'entités différentes d'infarctus. Donc, l'infarctus, de façon stricto sensu, c'est l'infarcissement d'un tissu. Donc, en l'occurrence, dans la crise cardiaque, c'est le myocarde, le muscle cardiaque, c'est-à-dire la conséquence d'un manque d'oxygénation du tissu cardiaque qui dure suffisamment longtemps pour que cela provoque la mort des cellules. Donc, hop, j'ai mon petit tube. En général, on considère qu'un tissu commence à souffrir au bout de quelques secondes. Il commence à y avoir une souffrance. Et au bout de 20 à 30 minutes, sans oxygène, les cellules commencent à nécroser, c'est-à-dire à mourir. Donc, avant cette période de mort, le rétablissement de l'oxygénation permet de revenir à un état normal. Et entre les deux états, on peut observer une phase, ce qu'on appelle de sidération myocardique, c'est-à-dire que les cellules vont être un peu figées, mais pas mortes. Elles vont pas récupérer immédiatement leur capacité contractile après la reperfusion, c'est-à-dire le rétablissement de la circulation. Ça peut prendre plusieurs jours. Donc voilà, on a la souffrance, la sidération, la nécrose. Et donc ces différents stades vont faire que juste après avoir soigné quelqu'un d'un infarctus, le cœur peut être atteint sur une certaine proportion, mais une partie peut récupérer dans les jours, les semaines qui suivent. Donc les causes de l'infarctus sont généralement un blocage de la circulation par un caillot de sang qui peut être soit formé localement suite à la rupture d'une plaque d'athérome, c'est-à-dire comme une plaie cutanée qui engendrerait un caillot de coagulation, sauf que là, le contenu de la plaque est très thrombogène et l'activation massive des plaquettes et de la coagulation engendrerait un caillot, sauf qu'un caillot dans un conduit, ça bouge. Donc le caillot, l'obstacle peut aussi venir de la circulation. Donc dans ce cas, les causes peuvent être communes à celles des AVC. Donc on va rechercher une explication possible à ce caillot circulant dans le cœur, les vaisseaux, une maladie rythmique sous-jacente qui aurait pu favoriser la genèse de ce caillot. Et puis on va chercher aussi une anomalie de la coagulation qui favoriserait
un caillot de sang qui ne devrait pas se trouver là. Tu peux aussi avoir une dissection de la coronaire, c'est-à-dire on va avoir vraiment une déchirure de la paroi de la coronaire, c'est-à-dire l'artère qui irrigue le cœur, avec un risque que le flux sanguin passe dans la doublure. Et donc à ce moment-là, on va avoir un dédoublement de la paroi, et quand le flux passe, hop, il va aller comprimer le vrai canal. Et donc là, ça fait aussi un infarctus. Donc tout ça, ça regroupe les infarctus dits de type 1, c'est-à-dire par occlusion de l'artère. Et ensuite, on a les infarctus dits de type 2, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'occlusion coronaire, mais juste une inadaptation entre les apports et les besoins en oxygène du cœur. Comme par exemple dans le cas des anémies sévères, on va avoir une chute d'hémoglobine qui va faire que le transport d'oxygène n'est plus suffisant pour aller vasculariser le cœur. Ce qui est le cas aussi dans un état de choc, que ce soit un choc hémorragique, donc on perd du sang, ou un choc septique ou cardiogénique, où on va avoir une tension artérielle trop basse pour pouvoir perfuser correctement le muscle et les organes. Ça peut aussi être le cas quand il y a un manque d'oxygène, comme par exemple dans une crise d'asthme aiguë grave ou une pathologie respiratoire grave, ou une vasoconstriction coronaire, c'est-à-dire un spasme de l'artère qui va être favorisé surtout par le tabac, le stress, la prise de cocaïne, ou même la plaque d'athérome elle-même, c'est un facteur de spasme parce qu'elle va modifier les capacités élastiques de la paroi. Et enfin, on a le syndrome de Takotsubo qui est à part, ce qu'on appelle l'infarctus de stress, mais c'est justement pas un infarctus. Et c'est pour ça que c'est très compliqué tout ça. Et donc, dans le Takotsubo, les cellules ne nécrosent pas massivement comme dans un infarctus. Il n'y a pas vraiment d'infarcissement classique. En revanche, il y a bien une sidération myocardique, c'est-à-dire que le cœur, hop, d'un coup, il arrête de se contracter, qui est lié à une décharge massive de catécholamines, les hormones du stress, qui provoquent une réaction toxique et transitoire sur le cœur. D'accord. Bon, bah dis donc, Voilà. c'est étendu. Hein. C'est vaste, il y a beaucoup de choses, des mécanismes différents, tout un panel de gravité. Donc c'est pas un sujet simple. Ça paraît simple, la crise cardiaque, mais ça l'est pas. Et moi, je vais rajouter une petite complexité parce que j'ai fait un MINOCA. Donc, tu peux expliquer, en tout cas, me réexpliquer ou expliquer ce qu'est un MINOCA. C'est l'infarctus en anglais de myocardial infarction with non-obstructive coronary arteries. Donc en français, c'est infarctus du myocarde avec artère coronaire non obstructive. Donc justement, sans obstacle retrouvé au moment de la coronarographie. Donc c'est bien un infarctus, c'est-à-dire il y a bien les symptômes, il y a bien l'élévation des marqueurs cardiaques, la troponine, il y a bien des anomalies à l'électrocardiogramme qui, tout ça constitue l'infarctus, mais sans occlusion coronaire significative. Donc on dit que c'est significatif quand on retrouve une plaque à plus de 50% du vaisseau. C'est-à-dire qu'on estime qu'au-delà de 50%, ça peut expliquer l'infarctus. En dessous, non pas en l'état. On ne retrouve pas d'argument pour une autre cause évidente qui aurait pu faire monter la troponine, comme une myocardite, une embolie pulmonaire grave ou un infarctus de type 2. Et donc, les causes de MINOCA, c'est soit une cause obstructive coronaire mais transitoire, c'est-à-dire qu'à un moment, ça s'est bouché, mais ça s'est débouché, ce qui fait qu'au moment où on fait la coro, 30 minutes, 1 heure et demie après, on ne retrouve plus qu'une petite plaque ou rien du tout. Et donc, du coup, on n'a pas de preuve a posteriori, comme un spasme coronaire. Dans la dissection, on ne va pas forcément bien pouvoir voir le trait de dissection. Une embolie coronaire, donc un petit caillot qui serait venu, qui se serait dissous, qui serait parti avant qu'on ait pu voir. Ou une rupture de plaque, mais une plaque qui serait tellement plane qu'en fait, on ne va pas non plus forcément la retrouver sans outils techniques un peu poussés. Les deuxièmes causes, donc, c'est les causes cardiaques non coronaires, comme la myocardite, l'inflammation du muscle cardiaque ou le Takotsubo. D'accord. Alors pourquoi ces formes, en fait, touchent plus particulièrement les femmes ? C'est ce qui se dit de plus en plus. Déjà, est-ce que c'est vrai ? Et si c'est vrai, pourquoi ? Donc, effectivement, c'est vrai. Et donc, les MINOCA touchent plus les femmes parce qu'une grande partie de leur cause touche plus les femmes. La dissection coronaire, le Takotsubo et le spasme coronaire sont plus fréquents chez les femmes. En raison d'une paroi des vaisseaux, l'endothélium, plus réactive et plus sensible aux catécholamines, donc les hormones du stress. Il va y avoir aussi plus d'atteinte des petits vaisseaux et une influence des œstrogènes sur la réactivité vasculaire. Donc, en partie, leur fluctuation avec des chutes hormonales en période de péripartum, donc autour de la grossesse et autour de la ménopause. Et ces chutes vont fragiliser l'endothélium et engendrer ce type de réaction et de fragilité. Et ensuite, leur carence en ménopause va augmenter le risque cardiovasculaire pour récupérer celui des hommes. Donc, on va avoir plus d'infarctus, on va dire moins classiques,
Et ensuite, passé la ménopause, on rattrape parce qu'en plus, on récupère les infarctus classiques. D'accord, ok. Et pourquoi est-ce que c'est si souvent mal diagnostiqué ou mal interprété? Alors, bon, forcément, je ne peux pas avoir les réponses à tout parce que théoriquement, on a quand même des ABAC pour diagnostiquer les pathologies. Donc, effectivement, déjà, il faut y penser. Déjà, il faut que la personne y pense. Donc, quand elle a les symptômes, il faut qu'elle consulte aux urgences. Parce que quand on pense qu'on est en train de faire un infarctus, le bon endroit, c'est pas chez le médecin généraliste, ce n'est pas chez son cardiologue de ville, c'est aux urgences. Là, normalement, aux urgences, toute personne qui va se présenter avec des symptômes d'infarctus, comme on l'a déjà dit, des symptômes qui vont être très variés, que ce soit la douleur classique, typique en barre, irradiant dans la mâchoire ou dans le bras gauche, ou des nausées, une fatigue intense, un essoufflement intense, des palpitations. Normalement, toute personne qui arrive dans cet état-là aux urgences, elle bénéficie très rapidement d'un électrocardiogramme qui permet déjà de voir un certain type d'infarctus très typique à l'électrocardiogramme. Également d'une prise de sang qui va pouvoir justement récupérer tous les électrocardiogrammes normaux parce qu'on peut faire un infarctus et avoir un électrocardiogramme normal. Et ensuite, théoriquement, l'association de ces examens va permettre de poser le diagnostic et de conduire à une coronarographie en urgence, qui est l'examen clé dans ce cas-là. Et donc, effectivement, la coro va classer bouché, pas bouché. Et donc, si on n'est pas bouché, on rentre dans l'entité des MINOCA. Et là, normalement, il va y avoir toute une phase secondaire d'examen pour essayer d'éliminer une à une toutes les pathologies pour distinguer l'infarctus du Takotsubo, de la myocardite. Et donc, on a plein d'examens qui vont nous aider. On a l'IRM cardiaque en premier lieu qui va vraiment nous montrer au niveau du muscle cardiaque la partie infarctive, la partie qui a nécrosé. Justement, c'est ce qui va aussi permettre de distinguer d'un Takotsubo qui, elle, n'a pas de partie nécrosée. Et ensuite, en fonction de la localisation de cette partie nécrosée ou fibrosée, ça va nous orienter plutôt vers une myocardite ou plutôt vers un infarctus. Et si effectivement l'IRM est en faveur d'un infarctus, on va essayer de chercher qu'est-ce qui a pu occlure le vaisseau à un moment pour que ça puisse infarcir le tissu, même si au moment de la coro, on n'a pas retrouvé le caillou. En tout cas, me concernant, en tout cas, ils ont longtemps hésité entre le Takotsubo et l'infarctus. Et en fait, c'est l'IRM, parce que la coronarographie était tout à fait normale, c'est l'IRM qui a dit, qui a mis le verdict infarctus. Et derrière, ils ont fait la recherche, comme tu dis, mais en fait, ils ont strictement rien trouvé. Donc, moi, je me dis, on peut faire un infarctus sans cause réelle quelque part. Mais justement, alors, quels sont les signes chez les femmes et comment différencier un stress d'un signal d'alerte? Moi, j'ai mis 5 heures avant d'appeler le secours, ce qui est tout à fait une hérésie maintenant par rapport à tout ce que tu as dit. Là, j'en prends vraiment toute l'ampleur. Mais quand on n'a jamais été sensibilisé à tout ça, c'est important de rappeler des faits de base, en fait. Alors, pour ce qui va être de différencier les symptômes du stress, je pense que c'est toi qui vas nous donner les réponses. Voilà, donc pour ce qui est des symptômes dits habituellement retrouvés, donc il y a les symptômes classiques qui peuvent être retrouvés chez la femme et chez l'homme, et qui vont conduire des symptômes typiques, donc douleur en étau dans la poitrine, douleur qui comprime, douleur qui irradie dans le bras gauche, douleur qui irradie dans la mâchoire. Ça, c'est le cas classique. Ensuite, on va voir tout ce qui est moins classique et qui est justement retrouvé plus facilement chez la femme et dans les infarctus moins classiques, avec des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales, des douleurs dorsales, des palpitations, un essoufflement important, une fatigue importante et des symptômes qui peuvent s'étaler des fois sur plusieurs heures, voire plusieurs jours, en fonction de la cause de l'infarctus. Après, voilà, pour ce qui va être de les distinguer du stress, je pense que toi qui as vécu un infarctus, tu es la meilleure personne pour nous expliquer ce qui a pu, à un moment, te faire dire que c'était pas du stress, c'est pas normal et te faire consulter. En fait, moi, je pense que si j'avais été sensibilisée sur certains symptômes, peut-être que j'aurais mis plus vite, en fait, dire c'est le cœur. Parce que quand je rembobine, en fait, mon histoire, mon infarctus, je l'ai fait un jeudi. Mais en fait, dès le dimanche, j'avais commencé probablement à avoir des signes, dont une fatigue extrême. Une très très forte fatigue et j'avais pas de cause particulière. Donc déjà là, peut-être que ça aurait été un facteur qui m'aurait alerté. Après, ce qui m'a vraiment fait appeler les secours, c'est le vomissement. Où là, je me suis dit il y a quelque chose de bizarre, mais
mais en fait, la douleur en tant que telle ressemblait tellement à une douleur musculaire. Et comme je l'ai fait pendant la boxe, pour moi, c'était naturel. J'ai donné un mauvais coup, blabla, voilà, j'ai des douleurs. mais vraiment, c'est le vomissement qui a fait basculer, en fait, le fait que j'appelle le 15. Et puis, j'ai tellement bien minimisé les choses que je pense que même quand j'ai appelé le 15, j'ai tellement minimisé mes symptômes qu'on m'a envoyé SOS médecin. Donc, voilà. Alors après, voilà, ce qui est minimiser les symptômes, et encore une fois de plus, c'est un sujet qu'on va réaborder. Effectivement, on peut s'auto-persuader que c'est pas grand-chose, on peut auto-persuader les autres que c'est pas grand-chose. Après, en général, les urgentistes, les cardiologues, les gens qui ont l'habitude quand même de travailler avec des gens qui font ce type de maladie, on sait que la symptomatologie, elle est très vaste, très large, et qu'en fait, il faut y penser tout de suite. Donc, c'est sûr qu'après, il y a des échelles de facteurs de risque, de statistiques. Le problème, c'est qu'une statistique, ça ne dit pas ce qu'on a nous. Donc, l'idée, c'est quand même de dire que n'importe quelle personne qui pourrait rentrer dans les critères doit être prise en charge comme si elle était en train de faire un infarctus aigu. Mais effectivement, les symptômes étant tellement vastes, tellement banals, on peut se dire que c'est difficile si on doit prendre en charge comme un infarctus toute personne qui vomit, toute personne qui a une douleur quelque part. C'est compliqué. La vérité, c'est que c'est très compliqué. Ouais, j'imagine. Donc, on a vu que faire, tu en as déjà parlé, que faire dès les premiers symptômes. Peut-être que tu peux le rappeler. Je pense que c'est important aussi ici de rappeler la bonne réaction à avoir. Ah bah donc la bonne réaction à avoir, c'est à peu près celle que tu as eue, mais beaucoup plus tôt. Ouais. Donc la bonne réaction, quand on a les symptômes et au moment où on se dit c'est peut-être un infarctus, la seule réaction à avoir, c'est d'appeler le 15. Pourquoi est-ce qu'on ne se bat pas chez le médecin généraliste? Parce qu'il ne va pas pouvoir débloquer la situation. Pour savoir si on fait un infarctus, il faut un électrocardiogramme, un dosage de troponine. Et ensuite, il faut surtout pouvoir être soigné rapidement. Donc le seul endroit où on peut être soigné rapidement, c'est dans un établissement hospitalier où il y a des urgences. Donc, c'est le 15. Et pourquoi on n'y va pas en voiture? Parce qu'au moment où on fait un infarctus, on est quand même très à risque de faire un arrêt cardiaque, une mort subite au volant. On ne reste pas seul. On appelle le 15. Idéalement, si on est accompagné, on reste accompagné. On ne se déplace pas. Bah, tu vois, j'ai tout faux. Parce que quand j'ai fait mon infarctus, comme je ne savais pas que c'était un infarctus, j'ai pris le volant. Alors, je ne suis pas allée directement aux urgences, j'ai appelé. Mais entre le moment, je suis rentrée chez moi et ça a été une douleur terrible dans la voiture, etc. Donc, je m'en souviens encore. Donc, mais voilà, j'ai vraiment tout faux et j'en suis pas fière, qu'on soit bien d'accord. Non, mais après, tu as fait, je pense que tout le monde ferait, c'est-à-dire se dire que ça va passer, s'auto-persuader que ça va aller. Finalement, se dire que ça va pas, appeler. Tu as appelé les urgences, c'est ça? Oui, j'ai appelé le 15, oui. J'ai pas appelé le 18, j'ai appelé le 15 quand même. Je me suis dit, de toute façon, au pire, ce qu'ils vont me dire, c'est rien, madame. Mais moi, je viens aussi d'une époque où c'est difficile d'appeler le 15. J'ai été élevée comme ça, en fait, où on n'appelle pas, où on ne dérange pas, etc., etc. Donc, rien que se décider d'appeler le 15, pour moi, ça a été un peu long. Mais je me suis dit, bon, au pire, qu'est-ce qui peut voilà, ils vont te raccrocher au nez, voilà, c'est le pire qui puisse t'arriver. C'est le problème, c'est que justement, on ne veut pas déranger. En plus, on sait que les soignants sont débordés, on sait que ça va être long. On a plein de raisons de ne pas le faire, mais c'est la seule chose à faire. D'accord. Et enfin, une dernière question. Alors, l'infarctus, ça va dans une famille plus large qui sont les maladies cardiovasculaires. Et j'ai lu quelque part que 80% des maladies cardiovasculaires pourraient être évitées. Donc, est-ce que c'est vrai, là encore? Et si c'est le cas, peut-être dire justement comment elles peuvent être évitées. Donc, je ne sais pas si 80% des maladies pourraient être évitées, mais ce qui est sûr, c'est que les maladies cardiovasculaires, c'est en grande partie lié à l'hygiène de vie, à la gestion des facteurs de risque. C'est-à-dire, de base, en ayant une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire en mangeant équilibré, varié, en apportant tous les nutriments dont on a besoin à notre corps, favorisant le bon gras, en évitant le mauvais gras, en évitant les excès de sucre, de sel, d'alcool, en évitant le tabac, déjà, on a une très bonne base. Ensuite, il y a la lutte contre la sédentarité, marcher tous les jours, et la pratique sportive. Donc, recommander au moins 2h30 par semaine de sport, au moins modéré, pour engager quand même le cardio. Ça, c'est des choses de base. Gestion du stress, parce que si on est stressé tout le temps, on active notre système inflammatoire tout le temps. Et sommeil, parce que le corps a besoin de se régénérer, il a besoin de se reposer, et on a besoin de se mettre au repos la nuit. Donc ça, c'est les choses d'hygiène vraiment de base.
Là-dessus, il va y avoir des maladies, on n'est pas responsable de tout ce qui nous arrive. On peut avoir une hypertension artérielle alors qu'on mange bien, alors qu'on fait du sport. Il faut juste la dépister, la soigner correctement, c'est-à-dire être dans les cibles tensionnelles. Prendre un traitement qui n'est pas efficace, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Donc, si on dépiste aussi les facteurs de risque cardiovasculaire, si on a une hypercholestérolémie génétique familiale, c'est pareil, ça peut se dépister dès l'enfance. On traite, on surveille, on diminue fortement le risque qu'il y ait une maladie cardiovasculaire. Le diabète, c'est pareil. Il y a des hygiènes de vie pour le prévenir. Il y a du dépistage précoce, du traitement précoce, de l'équilibrage pour éviter les complications. On sait que la plupart des complications sont liées à toutes ces pathologies qui n'ont pas été dépistées tôt, qui n'ont pas été soignées suffisamment bien. Donc oui, je pense qu'on peut en éviter énormément. Après, pas tout. C'est ton cas dans la Mino-K, dans les AVC, 30% des AVC, on ne retrouve pas les causes. Parfois, on n'a rien pour les expliquer. Ouais. Alors moi, je me dis, tu vois, par rapport à ce que tu dis, il y a un facteur qui est difficile à prendre en compte et même à réguler, c'est le stress. Alors peut-être qu'on le verra dans un prochain épisode, mais pour moi, le stress, c'est une vraie interrogation, surtout avec nos modes de vie actuels. Et je dirais peut-être surtout chez les femmes. Et là, même si on en a conscience, c'est compliqué à réguler, en tout cas. En fait, je fais ce rapport parce que comme les médecins ont hésité entre le Takotsubo et l'infarctus, je me dis que peut-être qu'une cause qui est inexpliquée mais explicable, c'est peut-être le stress dans ma vie. Donc voilà. Et en tout cas, merci beaucoup Virginie pour tous ces éclairages. Et puis, on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode en tout cas. Avec plaisir, Simone.